Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur votre chaîne YouTube Casamance Actu TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. C'est parti pour votre émission La Casamance et ses valeurs. Aujourd'hui, je suis avec M. Abdoulaye Sidibé, un homme de culture, mais également un enseignant de profession. Bonjour, M. Sidibé. Bonjour, messieurs les journalistes de Casamance Actu. Voilà, donc c'est parti pour l'émission La Casamance et ses valeurs. Et dans cette émission, nous allons parler de notre région. Il s'agit donc de la Casamance. Monsieur Sidibé, nous sommes dans une région bénie. Que retenir de cette région? Bon, vous l'avez dit tout à l'heure, dans une région bénie, je pense que c'est un peu plus même que ça. Nous sommes dans une région vraiment où il fait très bon vivre, où une région adulée de partout à travers le monde. Bon, une région, je peux dire, qui est la plus sénégalaise de ce pays. Et parce que dans cette région, nous avons toutes les ethnies, comme on dit assez souvent. Moi, je préfère dire toutes les sociocultures, n'est-ce pas, qui cohabitent pacifiquement, dans l'harmonie. Et surtout, ce dialogue interreligieux qui, chez nous, ici, est vraiment un exemple qui peut être donné au monde entier. Donc, la Casamance, particulièrement sa capitale, Ziguinchor, est vraiment une zone de tolérance, une zone de convivialité pacifique, une zone, si je peux dire, de vie commune agréable, si je puis m'exprimer comme ça. Parce qu'ici en Casamance, nous avons plusieurs sociocultures qui cohabitent. Nous avons des Diola, nous avons des Mandingues, nous avons des Wolof, nous avons des Peuls. En bref, nous avons toutes les ethnies, entre parenthèses, qui vivent au Sénégal. Ils sont là et qui partagent tout. Et la chose la plus intéressante, vous allez dans une famille, vous trouvez d'abord beaucoup de ces cultures, de ces ethnies qui sont ensemble, qui vivent ensemble, mais aussi sur le plan religieux. Dans une famille, vous avez des chrétiens, vous avez des musulmans, vous avez même ceux de la religion traditionnelle, et qui sont des frères et sœurs et qui vivent ensemble. Donc c'est pour dire cette tolérance assez marquée chez nous ici, qui fait de la Casamance vraiment une zone très particulière du Sénégal. Vous avez parlé de socioculture. Cette composition a-t-elle facilité la vie en harmonie en Casamance? Oui, vous savez, il faut d'abord remonter un peu vers la migration que la Casamance a connue. Ces vagues successives de population qui sont venues en Casamance. Si vous partez de là, vous comprendrez mieux ce qu'est le ciment de cette cohésion sociale. Vous savez, la Casamance a été progressivement habitée par des vagues successives de gens qui sont venus du Gabou. Le Gabou étant cette zone, enfin cette province qui regroupait la Guinée-Bissau, la Casamance, enfin une partie de la Casamance jusqu'à une grande partie du Sine Saloum et la Gambie. Donc cette zone-là, n'est-ce pas, cette province, après son éclatement, donc vous voyez, ces populations sont dispersées un peu partout. Vous allez trouver des mêmes parents dans le Saloum, dans le Sine, dans la Gambie, dans la Guinée-Bissau et dans le Sénégal. Et dans ce mouvement de population, des gens ont noué des alliances. Que ce soit sur le plan amical, que ce soit sur le plan de la collaboration, sur le plan même du mariage. Ce qui a fait donc que nouveau peuple a vu le jour, ce peuple qui est à cheval entre toutes ces composantes-là. Fait donc on dit il y a donc la naissance du type Casamancé. Casamancé qui est quand même, on me dit, je suis de la Casamance, cela veut tout dire. Ça veut dire que je suis Diola, je suis Mandingue, je suis Peul, je suis Wolof, je suis tout couleur. Le Casamancé, c'est, si vous voulez, un melting pot de toutes ces ethnies-là. La Casamance mal vue ailleurs. Aujourd'hui, nous avons un combat qui est de montrer à cette face du monde que la Casamance n'est pas la Casamance que vous entendez dans les radios, dans les réseaux sociaux, que la Casamance est difficile. Mais nous, fils Casamancés, ou nous qui vivons en Casamance, quel est le rôle que nous devons jouer? Oui, vous savez, peut-être que je vais un peu vous décevoir. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut que nous nous justifions devant les autres. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que nous devons faire miroiter aux autres nos qualités pour qu'ils viennent. Moi, je dis tout simplement aux gens, venez constater de vous-même.
Nous sommes là en Casamance, nous n'avons pas bougé de la Casamance depuis qu'il y a le conflit et certaines choses. Mais en fait, quand on parle de conflit, mais dans le monde même est traversé par des conflits. Dans tous les pays, il y a ces conflits-là. Nous avons connu des conflits en Côte d'Ivoire, nous avons connu des conflits dans d'autres localités. Aujourd'hui, nous avons connu des conflits au Mali, en Guinée-Conakry et tout ça là. Même en Europe, hein, vous allez la Corse qui est en dissidence avec le pouvoir central. Vous avez l'Irak, hein, vous avez le Pays Basque, etc. Aujourd'hui, les gens se sont focalisés sur la crise en Casamance. Ils en ont fait, si vous voulez, ils ont fait tellement de bruit. Et là, excusez-moi, vous les journalistes, je vais vous accuser un peu. Parce que des fois, c'est la presse qui amplifie certains propos. Nous sommes à Ziguinchor. Des fois, on entend Ziguinchor à feu, Ziguinchor est en train de brûler, Ziguinchor sous les balles. Alors qu'à Ziguinchor, il n'y a absolument rien. C'est peut-être dans la forêt, dans la frontière, où il y a des accrochages, ou alors on a à Ziguinchor. On dit, bon, braquage sur Ziguinchor, bon, on met de gros titres, bon, peut-être pour vendre les journaux ou je ne sais pas quoi. Et cela crée une psychose au niveau des populations qui ne connaissent pas bien Ziguinchor. Et pourtant, à Ziguinchor, nous nous déplaçons. Nous vaquons à nos besoins jusqu'à très tard dans la nuit, ce qui n'est pas facile à Dakar, ni dans d'autres capitales du pays, où il y a des agressions multiples quelque part. Mais ici, nous avons cette quiétude-là. Donc je crois que c'est vrai, il y a eu des moments douloureux. Cette guerre fratricide, si je peux le dire ainsi, a plombé un peu la vie à Ziguinchor. Mais, Dieu merci, nous sommes en train de vivre une accalmie qui, vraiment, je l'espère, va déboucher à une paix définitive. Même si, quelque part, on entend qu'il y a de petits soubresauts dans les frontières vers la Gambie et certaines autres choses. Bref, mais cela aussi est tout à fait normal, à mon avis. Mais aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens savent qu'à Ziguinchor, il n'y a aucun problème. La preuve, le club méditerranéen au niveau du Cap Skirring est ouvert, les touristes vont et viennent, et le trajet entre le Cap Skirring et Ziguinchor, à n'importe quelle heure de la nuit ou de la journée, les gens sont en train de partir et de revenir. Je crois qu'en ce moment, vraiment, nous n'avons rien à craindre. Hein, et je crois que, bon, comme je l'ai dit, ce n'est pas un plaidoyer que l'on fait pour que les gens viennent à Ziguinchor. De toutes les façons, ceux qui ne viennent pas en Casamance perdent au change parce qu'il est bon, il fait bon vivre chez nous. Et donc, je crois que les gens peuvent venir voir d'eux-mêmes. Et je crois que nous avons la presse, vous, qui pouvez quand même vous promener avec votre micro à travers les villages, à travers les contrées, pour montrer en fait que la Casamance a retrouvé ce calme-là et puis bon, et que les gens sont en train de vaquer tranquillement à leurs besoins. Alors, le Cayor a son histoire, le Wallo, tout ça, la Casamance. Mais malheureusement, nous, fils, ou bien nous, jeunes, jusque-là, on ne met pas l'accent sur la recherche sur les hommes forts qui ont participé à l'indépendance du Sénégal ou même à l'écriture historique du pays. Je vais nommer les Aoun Sané, les Alpha Bessir Sonko, les Ibou Diallo, les Alpha Molo Baldé, la prêtresse Aline Sitoé Diatta, tout ça là. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps que cette jeunesse ou les étudiants de la Casamance se dirigent vers cette recherche? Oui, je crois que ça aussi, c'est le travail des universitaires. Je crois que moi, c'est à eux que je vais m'adresser à travers votre émission. Il appartient à nos étudiants de faire leur thèse par rapport à ça. Hein. Si on veut faire connaître quelque chose, il faudrait qu'il y ait une étude, il faudrait qu'il y ait des recherches. Hein. Donc, je crois que si le département d'histoire et de géographie de l'université Assane Seck se tourne vers ce sujet, je crois qu'on pourra vraiment connaître l'histoire de ces grands hommes, de ces grandes dames. Vous avez parlé tout de suite d'Aline Sitoé Diatta. Pour la petite histoire, moi j'ai déjà fait une recherche sur Aline Sitoé Diatta, même écrit une pièce sur Aline Sitoé Diatta, que des étudiants de l'université de Ziguinchor ont joué, des élèves du lycée Niabo ont joué, et qui aujourd'hui, dans le village de Cabrousse, lors des journées culturelles, des jeunes de Cabrousse en ont pris des extraits qui sont en train de jouer. Donc je crois que ça, chacun de nous a son devoir pour faire cela. Bon, j'ai salué l'avènement quand on avait dit que Ibader était en train de réécrire notre histoire. Malheureusement, Ibader n'est plus et je crois que quand même, bon, il a laissé quand même des écrits. Mais l'un dans l'autre, je crois qu'il nous appartient, nous-mêmes, de prendre cela à bras-le-corps, de mener des enquêtes. Vous savez, toute notre histoire n'est pas écrite, donc il faut aller, avant que les grands hommes, enfin nos anciens ne disparaissent, aller récolter ces informations pour pouvoir reconstituer cette histoire-là. Aoun Sané,
bon nombre de Ziguinchorois, bon nombre de Casamassés ne le connaissent pas, a fortiori du pays. Alpha Molo Baldé, c'est la même chose. Bon, on a des établissements qui portent leur nom, mais vous demandez aux élèves du lycée Alpha Molo Baldé qui est Alpha Molo Baldé, ils vous diront 2 ou 3 lignes d'Alpha Molo Baldé. Son histoire, vraiment, sa préhistoire, sa vie, etc., vraiment, ils ne le connaissent pas à fond. Donc, comme vous le dites, c'est tout à fait impératif. Hein. Pour moi, c'est vraiment... on doit se pencher à cela. Si on veut connaître notre vraie histoire, il faudrait que l'histoire ne soit pas d'un côté et de l'autre. Si vous parlez au nord, Lat-Dior, Albouri, tout ça, c'est Mabadjahou, cette histoire, on la connaît. Elle est écrite, on l'étudie dans les écoles. Mais vous venez ici à l'Institut de Diatta, c'est quelques lignes. Alpha Molo Baldé, quelques lignes. Aoun Sané, on n'a pas Fodé Kabadoumi, on n'a pas. Donc, il appartient aux jeunes Casamassés, aux jeunes étudiants Casamassés, Djignabo Bassène, aux jeunes Casamassés qui sont à l'université, et même d'autres pays, parce qu'il ne s'agit pas seulement que la Casamance et ses enfants essaient d'exhumer son histoire. Il s'agit, pour le Sénégal, de connaître l'histoire de toutes ces contrées. Donc, j'invite toutes les universités du Sénégal à pousser les étudiants vers ces recherches-là, vers l'exhumation de cette histoire de notre pays, pour que l'on puisse permettre aux générations futures de connaître qui est qui a fait quoi, etc. Et cela va d'ailleurs nous aider à croire en nous-mêmes, à savoir que nous ne sommes pas les derniers de la classe. Parce que comme vous le dites assez souvent, les gens pensent qu'on a tout hérité du colon, alors que bien des choses ne sont pas venues du colon. Nous les avions déjà. C'est qu'on n'a pas fait attention. Nos ancêtres nous les avons légués, etc. Donc, il faudrait quand même que l'on puisse quand même se battre, que l'on puisse nous-mêmes aller chercher notre identité et la présenter au monde. J'apprécie beaucoup quand Senghor dit qu'à la table du donner et du recevoir, il faudrait que chacun apporte du sien. Hein? Même si on va vers l'ouverture, cet enracinement-là de nos valeurs-là, il faudrait qu'on puisse les poser sur la table pour montrer aussi que nous apportons quelque chose à l'humanité. Hein? Mais malheureusement, bon, les universités assez souvent se tournent vers d'autres thèses, mais je crois que c'est ce que vous dites là. C'est très intéressant qu'on puisse se pencher sur la recherche de ces grandes figures. La Casamance et ses valeurs ne se limitent pas seulement aux personnes, mais aujourd'hui la Casamance a une ressource naturelle. Je veux parler de sa verdure, de sa forêt. Et malheureusement, on ne pense pas carrément sur de l'agriculture pour exploiter ces terres. Tous les jeunes de la Casamance veulent en tout cas migrer vers Dakar, vers les autres régions, alors qu'ici nous avons la terre qui peut nous rendre riches. Oui, c'est toujours le débat qui revient. Les gens pensent que bon, pour être un grand homme, il faut aller dans un bureau. Pour être un grand homme, il faut porter le costume, il faut porter la cravate, hein, tout ça là. Bon. Mais malheureusement, les gens oublient que la terre, elle ne ment pas. La terre, elle ne ment pas. Et puis, bon, la Casamance est une zone d'agriculture. La Casamance était considérée comme le grenier du Sénégal. Malheureusement, elle a perdu ce statut. Face à la région du fleuve qui aujourd'hui est en train de nourrir le Sénégal. Hein, aujourd'hui, nous avons nos rizières ensablées, nous avons nos mangroves qui ne sont plus exploitées. Bon, comme vous le dites, nos jeunes préfèrent aller à Dakar, être soit des gardiens, ou soit aller travailler dans des usines comme journaliers ou bien autre chose là, malheureusement en laissant nos terres incultes. L'agriculture ici peut être vraiment un salut pour tous. Mais aussi, je comprends, cette situation de conflit a fait que les gens ont quitté les villages, donc là où il y avait les terres cultivables, etc., totale chose, à cause de l'insécurité. Ce qui a fait donc que nous avons perdu 20 à 25 années vraiment d'un développement qui aurait pu pousser la Casamance vers le haut. Nous avons perdu parce que nous avons stagné, parce que nous n'avons pas pu exploiter nos ressources naturelles. Aujourd'hui, il y a l'accalmie, etc. Nous commençons petit à petit à les exploiter. Mais comme vous le dites, il y a ce manque de bras vigoureux qui peut cultiver la terre, etc. Aussi, il y a le matériel agricole qui fait défaut. Mais vous savez, on ne peut pas passer son temps comme hier à cultiver encore la terre avec le kadiandou et la daba. Et il faut aller vers la modernisation de l'agriculture, etc. L'un dans l'autre, je crois que des projets structurants qui sont préconisés par l'État peuvent venir en appoint et permettre à la Casamance quand même de sortir de cette léthargie. Et les terres sont là,
faut que le terre soit cultivable. Il faut aussi parler de la langue salée qui a plombé aussi cette histoire de nos terres cultivables. Et assez souvent, des rizières sont asséchées, des rizières à la remontée salée, il y a tout un tas de choses qui n'a pas facilité quand même les choses. Vous me direz qu'il y a la forêt, il y a les hauts plateaux, etc. Tout un tas de choses, mais cela nécessite beaucoup de moyens pour pouvoir les exploiter. Vous l'avez tout de suite, nos jeunes préfèrent aller monnayer leurs forces ailleurs. Mais je crois que bon, la tendance est en train de s'inverser. Quand vous allez vers les zones comme Abéné, les zones comme tout ça là, des gens sont en train de reprendre des plantations, des gens sont en train de faire de la culture fruitière et le maraîchage est en train de venir, même si c'est des balbutiements, mais on sent que des femmes sont en train de s'adonner à ce truc. Il s'agit maintenant de booster tout ça, il s'agit maintenant d'accompagner tout ça par les moyens de l'État, par des financements et autres, pour permettre quand même aux gens de revenir sur la terre. Vous ne pouvez pas demander aux gens de revenir à la terre, ils n'ont pas les moyens de revenir à la terre. Donc il faut quand même les aider, inciter une politique pour revenir à la terre. Là aussi, bon, tirer un chapeau avec l'ancien président Maître Abdoulaye Wade, qui avait son plan REVA, demander aux gens de retourner à la terre, etc., qui aurait pu quand même beaucoup servir les Sénégalais. On ne peut pas tous aller dans les bureaux, on ne peut pas tous aller dans les transports. Il faut qu'il y ait des gens qui travaillent la terre. Aujourd'hui, on est en train de s'inquiéter de la guerre en Ukraine parce que l'Ukraine produit beaucoup de blé. Parce que l'Ukraine produit des céréales. Mais ces céréales-là, c'est la culture. Aujourd'hui, pourquoi pas, en Casamance, que l'on puisse quand même changer la donne et permettre à nos enfants, permettre à la jeunesse de s'adonner à ce truc-là. Donc, tout ça, c'est dans le cadre de politique de l'État. Et j'espère vraiment que les jeunes Casamassais, que nous sommes, nous sommes tous interpellés, comprendront que la terre ne ment pas. Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission La Casamance et ses voleurs et ce livre nous servira de transition pour parler de la paix en Casamance. Ce livre publié par Abdoulaye Sidibé, livre intitulé La paix au nom du peuple. Monsieur Abdoulaye Sidibé, c'est un livre que vous avez publié, un livre de pièces théâtrales. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Bon, c'est pas une longue histoire, mais c'est une histoire quand même. Vous savez, c'est le cas de rendre hommage à quelqu'un qui aujourd'hui nous a quittés, c'est Abdoulaziz Guissé, qui était professeur au lycée Djignabo, et qui après a été au ministère de la Culture, directeur du patrimoine. Malheureusement, qui nous a quittés cette année, Dieu et son âme. Et aussi Daman Sissoko, professeur du lycée Djignabo, et le proviseur Noa Sissé. Nous étions dans un cadre d'un projet d'école, n'est-ce pas, intitulé Éducation à la paix et à la citoyenneté dans le lycée et au collège. Vous savez, en son temps, la crise casamançaise, personne n'osait en parler. C'était presque un sujet tabou, les gens avaient peur, etc. Et nous, quand on a été au lycée Djignabo, nous avons pensé qu'il faut quand même que l'on puisse en parler avec les jeunes, que l'on puisse en parler à l'école, pour qu'on puisse quand même permettre aux uns et aux autres de s'exprimer. Moi donc, dans cet élan, nous avons créé cette dynamique sous forme d'un projet d'école. Et ensuite, bon, on a incité des enfants, nos élèves à écrire des poèmes par rapport à la crise, etc., tout un tas de choses. Et l'un dans l'autre, j'ai pensé qu'il fallait prendre cet instrument de théâtre. Le théâtre, parce que pour moi, est un moyen de sensibilisation. Prendre cet élément de théâtre, puisque bon, je suis passionné de cela, et d'écrire quelque chose dans ce sens. Et j'ai pensé aussi que cette crise-là ne peut pas être gérée uniquement par les belligérants, les MDC et l'État du Sénégal. Cette crise interpelle les populations. Cette paix ne peut se faire qu'avec les populations. J'ai donc essayé de faire parler le peuple. J'essaie de faire partager enfin, ma vision de la chose. En écrivant cette pièce de théâtre, j'ai voulu mettre un peu, entre guillemets, cette réalité à la face du monde. Que ceux qui sont en train de combattre ne sont autres que des frères. N'est-ce pas? Ousmane, qui est dans l'armée régulière, peut être le frère aîné ou le frère cadet de Ansoumana qui est dans la rébellion. Et donc, c'est une guerre fratricide, n'est-ce pas? Et j'ai donc pris comme image
une maman qui a ses 2 enfants, l'un dans l'armée régulière, l'autre dans le maquis, et qui saute sur une mine en allant dans sa rizière. Et donc, qui aujourd'hui est en train de souffrir de ce conflit-là. Mais ce conflit où ces 2 enfants sont protagonistes. Et donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et l'image donc s'est déroulée dans le village où le militaire est venu en permission et où il y a eu une attaque rebelle. Donc, face à face, les 2 frères vont se retrouver. Mais là, intervient donc la maman qui était un peu handicapée. Son enfant du maquis ne savait même pas que sa maman était handicapée sur une mine. Et ce spectacle-là, où tous les 2 courent pour soutenir la maman qui était en train de tomber, et qui se regardent en face, et ce sentiment de fraternité-là, que j'ai imaginé que ce cordon ombilical qui va rejaillir entre eux, et la maman qui les supplie, tous les 2, à baisser les armes et à faire la paix des braves. Et que demain, l'initiation va arriver, et que tous les jeunes, nous savons dans notre contrée, surtout au niveau des Diola, il faut aller à l'initiation pour être un homme. Et que tous les 2 doivent aller à cette initiation-là, qui leur demande de danser côte à côte. Vous voyez cette image-là, permettre d'oublier cette truc-là et de prendre le mieux, ce qui nous unit le mieux, plutôt que ce qui nous divise. Et sa maman qui a souhaité avant sa mort voir ses 2 enfants danser ensemble, cette danse des ambach, etc., tout un tas de choses. Et donc, j'ai imagé ça comme ça, et pour permettre aussi à la population de prendre la parole, de dire ce qu'elle pense de ce conflit. Et un appel à l'État, un appel au MFDC pour que cessent les violences et que, enfin, des négociations crédibles soient posées sur la table et qu'enfin, la Casamance puisse retrouver le calme, retrouver sa joie de vivre, etc. Donc, c'est une contribution. Et cette pièce a été jouée un peu partout avec les élèves du lycée Niabo et des étudiants de l'université. Mais avant elle, une autre pièce était là, c'était J'accuse. Et là, c'était pour mettre en face du monde les responsabilités de tout le monde. Responsabilité de l'État, responsabilité de l'MFDC, mais responsabilité aussi des populations. Parce que je disais quelque part où est-ce que le MFDC avait le droit de parler en notre nom sans demander notre avis? Est-ce que l'État avait le droit de faire une guerre fratricide au lieu d'aller à la négociation? Et nous, population, pourquoi on se tait? C'est un silence coupable. Donc, tout le monde est responsable. Population, MFDC, État, nous sommes tous responsables. J'ai dit, j'accuse. Donc, on accusait tout le monde. Donc après j'accuse, il y a la paix au nom du peuple, donc cette paix qui arrive au nom du peuple, que le peuple lui-même prend à bras le corps ce conflit et essaie de régler la situation, n'est-ce pas? Et après cette pièce, il y a la 3e qui arrive, la réconciliation. Et après celle-là donc va sortir sous peu, réconciliation. Et donc si je n'ai pas édité j'accuse, j'ai pensé que nous avons dépassé ce cadre-là. Nous sommes dans la recherche de la paix, donc j'ai dit il vaudrait mieux imprimer la paix au nom du peuple et ensuite aller à la réconciliation qui va bientôt sortir et pour participer à cet effort de réconciliation, à cet effort de retour de la paix. Donc j'ai pensé aussi que nous, au niveau de l'école, parce que j'étais à l'école, avec notre part de responsabilité, notre part, n'est-ce pas, dans si vous voulez, dans cette construction de la paix. Et donc, c'est une contribution. Et quand on l'a joué un peu partout, dans les villages, dans les trucs, etc., dans les écoles, etc., ça a montré aux gens le degré, n'est-ce pas, de ce conflit. Ça a montré aux gens la responsabilité de chacun par rapport à ce conflit-là. Donc, c'est ça que je voulais. Ce n'est pas la prétention de faire la paix, mais de contribuer à ma manière pour que, au niveau de cette paix définitive en Casamance. Donc c'est ça qui a motivé l'écriture de cette pièce-là, que je dédie au passage à toutes les victimes de ce conflit, mais aussi à tous ceux qui œuvrent
pour que la paix définitive puisse revenir en Casamance. Aujourd'hui, Dieu merci, cette paix s'installe en tout cas petit à petit. Déjà, nous notons dans certaines zones, en tout cas les ressortissants qui regagnent aujourd'hui chez eux. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, ce retour vers la terre natale ne nécessite pas un accompagnement de la part de l'État, des ONG? Oui, mais ça, il faut impérativement, parce que vous savez, les gens, quand ils partaient, ils avaient tout laissé, ils avaient tout perdu. Il faut reconstituer, il faut refaire encore sa vie. Et j'ai visité certains endroits, surtout dans la zone de Boutouva Kamarakunda, etc. Je salue au passage le maire Ousmane Sandeng, un de mes anciens élèves, qui a beaucoup travaillé avec les Américains Shelter of Life dans la construction des pistes, dans le retour des populations. Bon, aujourd'hui qu'il est maire, je crois que vraiment, il va continuer à œuvrer dans l'installation de ces populations-là. Donc j'ai vu certains villages qui ont été en train de reconstruire. Il manque de tout. Tout est à refaire. Donc ça, je crois que vraiment, c'est un devoir de l'État pour puisse accompagner ces populations à pouvoir s'installer, non seulement durablement, mais à pouvoir avoir des infrastructures de base. Écoles, postes de santé, etc., eau, l'électricité peut-être trop, mais au moins de l'eau, des puits, etc., pour leur permettre quand même d'avoir une vie meilleure et de pouvoir s'adonner à leur culture, n'est-ce pas, vivrière, bon, travailler la terre parce qu'ils avaient abandonné leur plantation, etc. Donc, vous avez raison, il faudrait que l'État puisse accompagner, que les ONG puissent accompagner, et que même des particuliers puissent accompagner ces populations-là. Vous savez, donc c'est un devoir impératif de chacun de nous et que vraiment ça permettrait à ces gens de s'installer dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, il y a tellement de structures, en tout cas à Ziguinchor ou en Casamance. Toutes ces structures luttent pour la paix en Casamance. Est-ce qu'il n'est pas aussi temps que toutes ces institutions se réunissent autour d'un point pour aller faire la négociation que l'État et le MFDC sont en train d'appeler depuis des années? Bon, moi, ça a toujours été mon combat de tout le temps. J'ai dit, il ne sert à rien d'éparpiller les forces. Il faudrait que les forces soient mises ensemble, que l'on puisse parler d'une même langue et que l'on puisse aller ensemble dans la même direction. Mais vous savez, il y a beaucoup d'ONG, bon, il y a Tessie qui s'occupe de ça. Si on fédérait les énergies, je pense que ce serait mieux encore. Bon, je ne sais pas maintenant, peut-être que chaque ONG a sa ligne de conduite, etc., tout un tas de choses, son mode de financement, etc., je ne sais pas. Mais je crois que, puisque tout le monde aspire à ramener la paix définitive en Casamance, donc il n'y a pas de problème que l'on puisse se mettre ensemble, qu'on puisse mettre les énergies ensemble, les moyens ensemble, et pour mieux gérer cette crise-là. Aujourd'hui, je dis, il n'appartient pas seulement au MFDC et à l'État du Sénégal de se réunir. Parce que comme je l'ai dit, moi c'est ma conviction, le peuple casamancé, le peuple sénégalais, dans son ensemble, a son mot à dire, parce que c'est de lui qu'il s'agit. L'État, l'MFDC et autres, mais le peuple sénégalais, le peuple dans son ensemble, et particulièrement cette partie casamançaise, nous avons notre droit à la parole. Parce qu'en fait, c'est de ce peuple qu'il s'agit, c'est de nous qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas faire des négociations sans la présence de ce peuple-là, oui, sans l'avis de ce peuple-là, sans entendre ce que le peuple-là veut. Parce que si tout ce problème-là repose, si toute cette lutte-là, c'est pour notre bien, c'est pour notre émancipation, c'est pour nous, il nous appartient de dire ce que nous voulons. Donc je crois, voilà pourquoi moi quand je dis la paix au nom du peuple, c'est le peuple qui doit dire quel genre de paix il veut. C'est le peuple qui doit dire quel genre de vie il veut. C'est le peuple qui doit dire où il veut aller. Il n'appartient pas aux gens, à un groupe, à déterminer où va le peuple. C'est le peuple lui-même qui doit dire où est-ce qu'il a envie d'aller. Voilà pourquoi donc, je crois qu'il faut fédérer les énergies, il faut fédérer toutes les actions pour aller au mieux, au plus vite à cette négociation-là. Parce que la situation ni paix ni guerre n'arrange personne. Aujourd'hui, vous le savez, l'armée est en train de pilonner les bases de Salif Sadio depuis 24 heures ou 48 heures. Mais cela va nous amener à quoi? Des irrédentistes vont s'éparpiller un peu dans toutes les localités. Bonjour l'insécurité dans certaines localités. Ou alors, comme je l'ai dit, c'est une lutte fratricide. C'est des frères qui sont en train de se tuer encore. Les pertes humaines. Des villages déplacés. Les gens commencent à se déplacer. Nous sommes en ce moment-là à l'école.
Les enfants vont abandonner l'école, vont se déplacer avec leurs parents, rejoindre la Gambie ou d'autres contrées. C'est un manque à gagner terrible. Nous sommes à des moments où il faut préparer les champs, il faut faire les friches. Ça va être un manque terrible. Nous sommes à un moment, presque bientôt, nous allons aller à la récolte, le ramassage des noix de cajou. Les gens vont abandonner leur contrée. Donc c'est une perte qui va se dérouler. Donc, vous savez, tout conflit engendre des pertes, non seulement en vie humaine, mais des pertes économiques extraordinaires. Donc je crois qu'aujourd'hui, chacun de nous doit prier pour que cette situation-là puisse s'arrêter. Que la Casamance, je dis, vraiment ne mérite pas d'être là à la merci des gens, à la merci des armes. Il n'est pas question. Et ça, c'est un cri de cœur que tous les Casamassés doivent faire pour permettre l'arrêt définitif de ce conflit-là et que l'on puisse vivre mieux. Alors, parlons un peu d'Abdoulaye Sidibé avant de clore l'émission. Qui est exactement Abdoulaye Sidibé pour les gens qui ne vous connaissent pas? Abdoulaye Sidibé, c'est Abdoulaye Sidibé. Abdoulaye Sidibé, né à Ziguinchor. Abdoulaye Sidibé qui a grandi dans les îles du Saloum, entre Dionewar, Niodior et Foundiougne. Abdoulaye Sidibé qui a fait ses études élémentaires un peu partout en suivant son papa qui était fonctionnaire, qui est affecté un peu partout, donc il le suivait toujours. Qui a fait ses études au cours normal d'Hambourg, la promotion de 1964. Et qui, après le cours normal d'Hambourg, avec la grève de 68, s'est retrouvé dans l'enseignement et directeur d'école en partir de 69, je crois. Et ensuite, Sédhiou, Rufisque, comme surveillant au lycée Abdoulaye Sadji. Ensuite, un peu à Dakar, Guédiawaye, un peu partout. J'ai enseigné un peu partout. Et je suis revenu en Casamance quand j'ai perdu ma maman. Revenu en Casamance, donc servi vers Boutoupa Kamarakunda. Après Boutoupa Kamarakunda, je suis revenu à Ziguinchor, à l'école lieutenant Amadou Tidiane Gadio. J'étais d'abord adjoint de M. Dabo, puis directeur d'école pour quelques temps, parce qu'après, l'inspection avait besoin de moi pour être chef du service des examens au concours, à l'IA de Ziguinchor. Donc, pendant au moins une dizaine d'années. Et c'est de là que j'ai atterri au lycée d'Ignabo, comme surveillant général chargé des activités socio-éducatives. C'est là où nous avons monté ce projet d'éducation à la paix et à la citoyenneté dans les lycées et au collège, que j'ai coordonné donc pour tous les lycées et collèges de la Casamance naturelle, avec le financement de l'ONG allemande, le Procaz, donc, qui nous a abouti donc à ce livre dont on a parlé tout à l'heure, là, que j'ai écrit. Et ensuite, avec la naissance de l'université de Ziguinchor, j'ai été donc envoyé à l'université de Ziguinchor dans le cadre du SACS, le service de l'animation culturelle et sportive. J'étais donc ce chef de service pendant 4-5 ans. Et c'est là que j'ai pris ma retraite. Mais donc, vous savez, la retraite pour moi, ce n'était pas se reposer, aller se coucher. Donc, j'ai accompagné mon jeune frère Abdoulaye Baldé, qui venait d'être donc maire de Ziguinchor, accompagné en tant que directeur de cabinet. Et ensuite, à la deuxième législature, je l'ai accompagné comme conseiller spécial. Et jusqu'à l'avènement du 22 mars, là, il a quitté la mairie et donc je me suis retiré en même temps que lui. Donc je suis là donc, pour m'adonner à ma passion, c'est l'écriture. Donc je vais continuer à terminer mes romans, à terminer mon recueil de poésie et tout ça là. Donc voilà, ensemble, Abdoulaye Sidibé, j'ai oublié une facette assez importante de ma vie. J'ai été directeur artistique de la troupe Talin Talin, qui était une grande troupe de Ziguinchor. Et j'ai aussi participé à beaucoup d'ateliers dans le cadre de la gestion, et identification, gestion et valorisation du patrimoine immatériel avec l'association des mairies francophones. Et donc j'ai eu à travers cela donc à être un peu responsabilisé par rapport à dans ce volet-là, ce qui m'a valu d'être citoyen d'honneur, c'est ça, un citoyen d'honneur, hein, de la ville de Ouida, la ville historique de Ouida au Bénin, parce que j'y ai travaillé dans la valorisation de leur patrimoine, surtout au temple du Piton, etc. Donc, et voilà.
ramasser en gros de manière éparpillée ce que j'ai envie de faire. Bon, ma passion c'est la culture, la lecture, mais surtout la culture, l'art dramatique. Et j'ai aussi fait un peu de cinéma avec Le Retour d'Humour, un film aussi un peu à la naissance qui parlait de la guerre du Biafra. Donc j'ai été acteur dans ces différents films-là. Et voilà, donc ramasser en gros, voilà, ma vie c'est ça, résumé. Voilà, donc c'est fini pour l'émission. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et bon vent. Internet Casamance Actu, c'est tout pour votre émission La Casamance et ses valeurs que j'avais l'immense plaisir de partager avec M. Abdoulaye Sidibé au nom de Culture, un enseignant de profession. Merci également à Malik Thiam pour ses images et au revoir. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro à mercredi, Inch'Allah.